Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 2 membres du parti d'opposition Podemos brutalement assassinés ce samedi au Mozambique. L'un d'eux était avocat et préparait un recours en justice pour dénoncer les fraudes électorales de la présidentielle du 9 octobre. Le leader du parti accuse le parti Frélimo au pouvoir de ce double meurtre. Un impôt forfaitaire qui passe mal au Congo-Brazzaville. 1200 francs CFA par an prélevés automatiquement sur les crédits téléphoniques sur tous les résidents âgés de plus de 18 ans. Les Congolais dénoncent une surcharge économique injuste dans un contexte de crise. Nous irons sur place dans ce journal. Et le focus politique de ce dimanche s'intéresse à la brouille diplomatique entre Alger et Bamako, entre les dénonciations publiques à la tribune des Nations Unies et les rappels d'ambassadeurs. Depuis l'arrivée de la junte malienne au pouvoir en 2020, la tension entre les deux pays augmente. Décryptage avec Raouf Farah, chercheur en géopolitique, analyste senior pour la Global Initiative depuis Tunis. On ouvre ce journal par le Mozambique où 2 membres du parti d'opposition Podemos ont été brutalement assassinés ce samedi. L'un d'eux était avocat et préparait un recours en justice pour dénoncer les fraudes électorales, assurant que leur leader, Venancio Mondlane, a remporté la présidentielle du 9 octobre. Ils accusent justement le parti Frélimo au pouvoir de ce double meurtre et appellent à une grève générale demain pour contester les fraudes électorales. Pierre Leduf. Des sympathisants du parti Podemos réunis pour dénoncer des violences politiques. Ils ont organisé une veillée samedi soir pour rendre hommage à un responsable et à un avocat du parti brutalement assassiné quelques heures plus tôt, lançant une onde de choc dans le pays. Le leader de l'opposition, Venancio Mondlane, qui dénonce des fraudes lors du scrutin présidentiel du 9 octobre, était présent. Il accuse le parti Frélimo au pouvoir depuis l'indépendance en 1975 d'être derrière ce crime. Sachez, monsieur le commandant, que les armes que vous avez, les tanks que vous avez, les gaz lacrymogènes que vous avez, c'est nous le peuple qui vous les avons donnés. C'est nous qui vous avons donné le pouvoir et les conditions d'exercer cette compétence de maintien de l'ordre. Et vous voulez nous réprimer, nous intimider et nous terrifier. Nous qui vous avons donné ces droits? Les 2 membres du parti Podemos ont été bloqués sur une avenue dans la nuit de vendredi à samedi par plusieurs véhicules et 2 assaillants ont tiré une vingtaine de coups de feu selon des témoins. L'avocat Elvino Dias préparait un recours en justice pour dénoncer des fraudes électorales lors du scrutin du 9 octobre, remporté par le Frélimo au pouvoir. Il avait déjà dénoncé des fraudes lors des municipales de l'an dernier. Il s'était récemment inquiété sur les réseaux sociaux d'un plan pour l'assassiner. Paolo Guambi était un porte-parole national du parti Podemos. Très vite, la police a déclaré que le double meurtre était lié à une dispute conjugale. Le parti Frélimo au pouvoir a dénoncé ce crime dont l'accuse l'opposition. Le Frélimo rejette avec véhémence cet acte macabre et exhorte les autorités compétentes à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire toute la lumière sur ce cas. Le leader de l'opposition appelle à une grève générale lundi pour dénoncer des fraudes lors du scrutin présidentiel du 9 octobre. Ce double assassinat est une onde de choc. Reste à savoir si elle va encourager ou au contraire intimider les manifestants. Le gouvernement congolais prévoit d'instaurer un impôt forfaitaire de solidarité nationale fixé à 1200 francs CFA par an, prélevé automatiquement sur les crédits téléphoniques et les résidents âgés de plus de 18 ans dans le pays. Une mesure qui suscite une vive polémique tant au sein de la population qu'au niveau de l'opposition. Les Congolais dénoncent une surcharge économique injuste dans un contexte de crise. Nous revoyons ce reportage de notre correspondant à Brazzaville, Vivas Mabouana. Dans le cadre du projet de loi de finances 2025, le gouvernement congolais prévoit d'instaurer un impôt forfaitaire de solidarité nationale fixé à 1200 francs CFA par an, prélevé automatiquement sur les crédits téléphoniques des résidents âgés de 18 ans et plus. Cette nouvelle taxe suscite un vif débat. Au sein de la population, beaucoup perçoivent cette initiative comme une surcharge économique. Je pense que le gouvernement congolais ne se rend pas compte qu'avec l'augmentation du prix de l'électricité, l'augmentation du prix du carburant et aujourd'hui l'inflation qui est généralisée dans le Congo tout entier, qu'ajouter un poids de plus, ils attisent une flamme sur un feu qui risque de péter. Donc il faut faire absolument attention.
Comme Franck, de nombreux Brazzavillois craignent que cette nouvelle imposition vienne accentuer une précarité déjà grandissante. Nous avons connu dans ce pays la manne pétrolière. Nous avons eu des excédents budgétaires. Nous avons eu dans ce pays où on nous a parlé de 14 000 milliards de générations futures. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savions jamais ce qui a été fait avec cette somme d'argent. Et aujourd'hui, on va prélever les 1200 francs sur les comptes de Momo de chaque Congolais. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est une façon de voler. Du côté de l'opposition politique, le discours est aussi virulent. Destin Gavé, président du parti Le Mouvement Républicain, condamne cette mesure en la qualifiant d'arnaque. Lorsque vous êtes en face d'un pays dans une telle situation, la meilleure chose à faire pour les dirigeants, c'est la réduction du train de vie de l'État. Ce n'est pas de faire peser la charge de l'échec d'un système, d'un pouvoir, d'un gouvernement sur le dos de la population qui n'a rien demandé. Donc nous pensons que la création de cette taxe, c'est une arnaque. Le sort de cette taxe est désormais entre les mains de l'Assemblée nationale qui devra statuer prochainement. Si cette mesure est adoptée, elle pourrait rapporter environ 6 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. La République centrafricaine se prépare à des élections générales pour l'année prochaine, des échéances qui ne cessent d'être repoussées. Entre les difficultés d'organisation, les moyens limités, les autorités tentent de rassurer. Sur le terrain, les Centrafricains s'activent avec l'espoir que ce scrutin apporte enfin des changements concrets dans leur quotidien. Pacome Pabandji. À Sekia, un village près de Bangui, les habitants participent aux opérations de sensibilisation en vue des prochaines élections. La plupart n'ont jamais voté. Tita entend bien se faire entendre. C'est important pour nous de voter car nous faisons face à d'énormes difficultés. Je suis très contente parce qu'on nous aide à avoir des documents pour participer au vote. L'autorité nationale des élections fait face à des défis de taille pour organiser des élections locales, législatives et présidentielles en 2025. Son rapporteur explique que la campagne d'enrôlement a dû être retardée car la réception du matériel prend du temps. Le gouvernement continue de nous apporter les appuis nécessaires et donc ces efforts qui sont faits dans un environnement de contrainte ou de pénurie financière sont tels que progressivement des dates sont décalées. La société civile est sceptique. L'opposition refuse pour l'instant de participer à tous les scrutins. Il faut réviser le fichier électoral qui date de 2020. Les difficultés sont nombreuses. Pour les élections municipales, ça sera des listes, une élection de listes qu'on n'a pas faite depuis longtemps. Et puis que cette élection de listes, ce sera des listes zébrées. Hommes, femmes. Mais nous avons constaté malheureusement que le gouvernement n'avait pas entamé une campagne de sensibilisation des populations pour ça. Ces élections locales coûtent près de 20 millions de dollars. L'Union européenne, la France, le Cameroun et l'Afrique du Sud vont contribuer. Et aussi la force des Nations Unies présente en Centrafrique qui, au-delà des aspects de sécurisation des élections, va financer le scrutin. La MINUSCA a également apporté, et ça c'est quelque chose d'assez unique au sein des missions de maintien de la paix, a aussi décidé d'allouer, c'était au mois d'avril, plus d'1,3 million de dollars alloués pour faciliter la révision du fichier électoral. Malgré le soutien de la communauté internationale, 2/3 du financement de ces élections restent à compléter. On passe à notre focus politique de ce dimanche dans le JTA qui s'intéresse aux relations diplomatiques entre l'Algérie et le Mali avec notre invité Raouf Farah, chercheur en géopolitique, analyste senior pour la Global Initiative, un centre de réflexion mondiale sur le crime organisé. Il mène plusieurs projets de recherche en Afrique du Nord et au Sahel. Raouf Farah nous a d'abord expliqué quels étaient les griefs d'Alger à l'égard de Bamako. On écoute. À vrai dire, les relations entre l'Algérie et le Mali ont toujours été excellentes depuis les indépendances des deux pays jusqu'à ce jour. Et tout a commencé avec les changements qui se sont opérés au niveau du gouvernement malien et la dégradation des relations vis-à-vis du processus de paix. Et c'est vraiment en 2024 avec l'affaissement et l'annulation immédiate de l'accord d'Alger que les choses ont commencé à vraiment se détériorer. Pour vous, justement, restons une minute sur l'accord d'Alger. Pour vous, quel est le principal facteur, si vous deviez dire, qui a conduit à l'effondrement de l'accord d'Alger en janvier 2024, justement ?
Je pense que c'est clairement la volonté politique. Il n'y avait pas de volonté politique à la fois du côté de Bamako, mais aussi de certains groupes signataires de l'accord, de poursuivre le dialogue sur les mêmes bases de 2015. À vrai dire, l'accord était déjà d'une certaine façon caduque avant, parce qu'il prévoyait une mise en application dans les 6 premiers mois qui suivaient sa mise en œuvre. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Néanmoins, l'accord permettait quand même d'avoir un cadre international de travail, un lieu de discussion, un lieu de négociation, notamment à travers ce qu'on appelle le comité de suivi de l'accord. Et donc, ce lieu-là a disparu, avec la disparition aussi d'autres forces étrangères, parce qu'il faut rappeler que l'Algérie n'était pas seule au sein de la communauté internationale. Elle était chef de la médiation internationale, mais elle n'était pas seule dans ce travail. Et on a vu que les autorités de transition au Mali ont mis fin à l'opération de la MINUSMA, enfin, du moins ont poussé la MINUSMA vers la sortie, ont poussé bien sûr la fin de l'opération aussi Barkhane française et à la sortie de la CEDEAO, etc. Donc il y a une logique de rupture qui traduit dans un narratif de reconquête du Nord. C'est du moins comme cela que les autorités maliennes le présentent à la population. Le Sahel vit une période, une conjoncture vraiment de changement de paradigme, hein, avec l'arrivée de nouveaux acteurs sur la scène régionale. On pense notamment à la Turquie, à l'Iran, à des partenaires militaires mais qui n'étaient pas impliqués sur le plan politique comme la Russie aujourd'hui, avec l'assistance donnée par les groupes paramilitaires Wagner. Au cours des dernières semaines, on a noté vraiment une intensification de la coopération, de la collaboration avec le Niger et avec la Mauritanie. Ça peut être interprété comme une stratégie, ce que j'appellerais moi des 2 béquilles, pour continuer à maintenir une certaine influence géopolitique, géostratégique sur le Sahel, en attendant de voir ce qui va se passer au nord du Mali, sans pour autant rompre les relations diplomatiques avec Bamako. Décryptage très intéressant de Raouf Farah. Je vous propose de suivre l'intégralité de notre focus, d'ailleurs, sur le site internet de France 24. Et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, et en particulier ce soir d'Alger à Bamako en passant par Kidal. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.